Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Omar Harfouch dans La Série. Merci de m'accueillir chez toi, près de la place de l'Étoile à Paris. Bienvenue. Omar, qui es-tu vraiment ? Pianiste, compositeur, voilà qui je suis. Omar, je te propose une expérience. Je te montre le miroir de La Série et je te demande, que vois-tu dans ce miroir ? Je vois toujours le jeune Omar de 14-15 ans, adolescent, qui survit dans une guerre civile au Liban, dans la ville de Tripoli, et qui pensait que le monde s'arrêtait à la montagne qui était juste après la ville et la mer de l'autre côté, et que c'était ça le monde, et qu'il n'y avait pas d'autres pays ou d'autres villes ou d'autres vies ailleurs. À mon époque, il n'y avait ni Internet, ni rien du tout, et pendant la guerre civile, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas encore de chaîne de télévision, on n'était pas informé, jusqu'au jour où je participe à un concours donc, de piano, et je gagne le premier prix, et je prends l'avion. Donc je vois toujours ce petit garçon, quand je regarde dans le miroir, et je ne vois que encore, dans mes propres yeux, l'avenir qui se préparait, que je ne connaissais pas à l'époque, que je connais maintenant. Et donc j'ai toujours cette infraction de seconde là où je vois tout ça quand je me regarde. Et justement, si tu avais l'occasion de voyager dans le passé et de te parler quand tu étais petit, quel conseil tu donnerais à ce petit Omar ? On a tous fait des voyages dans le passé, on a tous envie de changer des choses dans notre vie, et on se demande comment j'aurais fait maintenant que j'ai acquis cette expérience. Le petit Omar n'écoutait pas les conseils. Ni les conseils de papa, ni de maman, ni mes profs. Je traçais mon chemin, et donc je crois que Omar adulte ne pourra pas conseiller le Omar jeune, parce que Omar jeune était très têtu. Et j'avais une intuition. Et cette intuition, je ne pouvais pas l'expliquer. Et j'étais sûr que mes choix étaient ce qu'il fallait faire. Ça surprenait toujours tout le monde. Comme par exemple mon choix de choisir Moscou soviétique et non pas la France, pays où j'étais attendu aussi, parce que j'ai obtenu une bourse pour faire la musicologie à Aix-en-Provence, et que la France que je connaissais absolument pas, et j'ai choisi quand même contre l'avis de tout le monde, et aussi l'avis de l'ancien président de la République libanaise, où je jouais dans son palais, j'étais le pianiste du palais, qui lui m'a dit: ne fais pas l'erreur, ne va pas en Union soviétique, va en France. C'est lui qui a aidé aussi pour que je puisse avoir mon passeport et tout. Et donc je lui dis non, Ammo, ça veut dire tonton, qui était quand même président. Je sais ce que je dois faire, et je connais mon destin. Et j'avais, même jeune, j'avais des flashs de mon avenir en disant: si je fais ça, je serai cette personne-là. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que le petit Omar de 15 ans avait vu juste et avait la bonne intuition. Quels étaient les flashs que tu avais à cette époque-là, Omar ? Parfois, j'étais devant le passage piéton à Moscou, pas loin de la place Rouge, et je vois une limousine, ce qu'on appelle une tchaïka, une limousine soviétique noire passer. Il y avait un jeune homme très élégant dedans, les cheveux un peu longs, il avait une canne, et il m'a regardé comme ça par la vitre, et moi je me suis vu à sa place. Et quelques années après, j'avais la même tchaïka, la même limousine, j'avais pas de canne, j'avais les cheveux longs, et donc c'est un exemple ridicule, mais puisque vous me demandez quel flash je voyais. Donc j'avais vu ça. J'avais aussi, je me suis vu plusieurs fois en train de jouer avec l'orchestre, en train de composer et de faire des tournées internationales, ce que je vis quand même depuis quelques années. Et donc ces flashs, alors que quand j'étais étudiant en Union soviétique, rien ne pouvait laisser même imaginer que je pouvais faire carrière en tant que pianiste, parce que je n'avais pas la technique que tous les autres élèves avaient. L'école soviétique était la plus forte en technique musicale, et surtout le piano, et je n'étais pas à la hauteur, mais j'y croyais dur comme fer. Et certainement ma prof qui me suit sur Instagram, elle doit toujours se demander: mais quand même ce Omar, il a réussi à jouer avec l'orchestre philharmonique. Omar, penses-tu que tu as une bonne étoile ? Quand je regarde
les gens qui avaient mon âge et qui mouraient pour rien ou pour des raisons absurdes pendant la guerre civile. Il y avait les gens qui mouraient parce qu'il y avait des voitures piégées ou des bombes ou des attaques, des occupations et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à la télévision et qu'on comprend. Mais il y avait toujours autour de ça des morts absurdes. Par exemple, la fille que j'aimais le plus au monde, j'étais amoureux d'elle, elle était morte, on avait tous les deux 16 ans, parce que elle a touché un fil électrique de haute tension. Et donc, je me pose la question sur est-ce qu'elle avait un ange gardien ou pas? Est-ce que ça existe un ange gardien? Est-ce que moi j'ai été protégé par un ange gardien pour survivre jusqu'à aujourd'hui? Parce que j'étais souvent dans des situations là où je voyais la mort, que ce soit dans les guerres, dans la guerre civile au Liban ou les révolutions en Ukraine, le putsch à Moscou. J'étais souvent dans des situations là où on se disait voilà, ça y est, c'est la fin. Donc c'est une question vraiment qui reste pour moi un mystère. Qu'est-ce qui fait que des enfants aujourd'hui meurent sans raison? On voit ça tous les jours à la télévision. Je ne parle même pas de l'actualité. C'est tout le temps comme ça. En Afrique, en Asie, même en Europe, il n'y a pas très longtemps, il y a eu quand même des guerres. Et où il était leur ange gardien? Ou est-ce qu'il y en a que très peu qui protègent quelques-uns? Et donc je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est très complexe, très compliqué. Mais est-ce que j'ai survécu grâce à moi? La réponse est oui. Parce que je suis parti de Liban au bon moment. J'ai quitté Moscou au bon moment. J'ai souvent senti qu'il ne faut plus rester dans cet endroit, pas une seconde de plus. Et ça n'est pas été le cas de beaucoup d'autres, ou alors ils n'ont pas les moyens. Mais je peux quand même concéder qu'il y a une seule chose qui a fait que ma vie a toujours eu un destin différent, et cette chose, je la reconnais, elle s'appelle le piano. C'est le piano. Si le piano n'existe pas dans ma vie, je ne serais pas allé à Moscou. Et je ne serais pas allé faire aussi des concerts d'un pays à l'autre. Et je n'aurais pas eu ma carte de séjour en France, parce que je l'ai obtenue à l'époque de Charles Pasqua, qui ne donnait à aucun étranger. Ministre de l'Intérieur. Voilà. J'ai eu une carte de 10 ans parce que la dame à la préfecture a vu que j'étais pianiste. Et donc c'est cette protection que le piano m'a toujours donnée. Elle est véritable, elle est véridique et elle existe encore aujourd'hui. C'est toujours mon piano qui me protège et qui m'emmène la paix. Eh bien justement, Omar, comment as-tu découvert cet amour pour cet instrument si particulier, à la fois extrêmement sensuel et extrêmement difficile? C'était une journée pluvieuse à Tripoli. En revenant de l'école, du collège des frères, je vois un piano monter les escaliers et il rentre chez nous. Et papa, il dit à ma sœur aînée, Hind, il lui dit, voilà, je t'offre un piano pour que tu apprennes à jouer au piano. Parce que les jeunes filles de bonne famille devaient apprendre à jouer au piano. Sauf que ce piano-là, il m'a vu et je l'ai vu, c'était l'amour de premier regard. Et il est devenu le mien, très rapidement. J'ai commencé à jouer à l'oreille. Et après, comme tout le monde a senti que j'étais un petit peu doué, donc mes parents me laissaient m'orienter vers une carrière musicale. Et à 14 ans, 15 ans, je commençais à faire des concerts dans une ville quand même sous les bombes. Et à 15 ans, j'étais donc, grâce à ma bien-aimée de l'époque, qui était la petite fille du président de la République, j'étais au palais et j'ai joué. En fait, elle était la sœur de la femme du petit-fils du président, pour être bien précis, mais elle vivait au palais. Elle faisait partie de la famille. Elle faisait partie de la famille. Grâce à elle, j'ai joué au palais présidentiel Fringilles et j'ai joué pour des événements. Là, je voyais les célébrités, les ministres et tout ça. Et donc j'ai été habitué à un certain monde tout petit. Et donc voilà comment j'ai commencé mon histoire d'amour avec le piano. Et pourquoi la sensualité? Oui, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que, étant pianiste, toutes les mamans des copines, elles me laissaient rencontrer leurs filles quand je voulais. J'étais vraiment le gendre idéal. Rentrer à la maison, inviter quand je veux. Toutes les filles qui avaient un piano, bon, la majorité quand même de la bourgeoisie avait des pianos. Et donc, j'étais le bienvenu pour jouer au piano. Les filles étaient séduites tout de suite. Je vous dis pas les détails de la sensualité que ça donne à la femme, à la fille et à la gente féminine. Quand un garçon joue au piano, c'est une chose réelle. Il suffit de jouer quelques accords bien précis pour faire vibrer n'importe quelle femme au monde. Et Omar, quelle sensation ressens-tu lorsque tu joues au piano? Alors, il y a plusieurs étapes de jeu au piano. Il y a l'entraînement,
qui demandent de la rigueur et de la technique. Et c'est ce que je fais tôt le matin. D'habitude vers 5h, 6h du matin. Moi, je me lève très très tôt. Et j'ai un piano, par exemple ici à Paris, j'ai un piano silencieux, j'ai un piano au sous-sol pour ne pas déranger ni ma femme ni ma fille. Et partout là où j'ai des appartements, j'ai toujours des pianos silencieux. Et là, c'est vraiment la partie la plus ennuyeuse parce qu'il y a beaucoup de technique. Mais ça me permet de travailler mes doigts et je réfléchis à autre chose. Je prépare ma journée, le travail, tout ça, tout en faisant des gammes. Ensuite, il y a la préparation musicale, il y a la composition, parce que je compose, et là, je ne contrôle pas ce processus. Les mélodies me viennent quand elles veulent. Je ne peux pas les convoquer ou me dire, voilà, je vais me mettre aujourd'hui pour composer. Et cela demande aussi, ça dépend de la source d'inspiration, de l'état d'âme et tout. Et il y a les répétitions avec soit mon orchestre qui est de 15 musiciens, soit avec un orchestre philharmonique, par exemple, là c'était le cas à Béziers. Là où ce sont des choses complètement différentes. Il y a beaucoup de plaisir à essayer phrase musicale par phrase musicale, morceau par morceau, rajouter des instruments. C'est quand je suis avec mon orchestre. Là, on a liberté totale. On joue souvent à l'oreille. On décide de complètement par exemple, couper un passage ou de rajouter un autre. Et puis parfois, on fait des rencontres. On rencontre un guitariste flamenco, on rajoute un passage flamenco et ainsi de suite. Une chanteuse ukrainienne, on rajoute un texte ukrainien et du chant. Donc là, j'ai une totale liberté et je fais ça souvent à Bruxelles. J'ai mes musiciens qui sont là-bas, qui viennent du monde entier, mais j'ai parce que là-bas un studio qui est souvent à ma disposition quand j'en ai besoin. Je pars 5 jours, 6 jours à Bruxelles, je ne suis pas dérangé. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce qu'on est là du matin au soir, on fait des stops pour déjeuner, on discute, on parle musique. Et il y a la musique professionnelle, comme c'était le cas à Béziers la semaine dernière. Ou récemment à Paris, ouais. À l'Institut du Monde Arabe. Alors, l'Institut du Monde Arabe, c'était mon orchestre à moi, donc c'était que du plaisir. Alors qu'au théâtre municipal de Béziers, là j'avais 43 musiciens qui m'attendaient, qui avaient répété ma propre musique avant que j'arrive et avec lesquels je devais jouer sans fausse note et le même tempo, les mêmes mesures et je ne devais pas les perturber en jouant. Donc eux, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, ni les chefs d'orchestre non plus. Et là, d'abord, il y avait cette appréhension. Est-ce que je vais les convenir? Est-ce que je vais les plaire ou pas? Souvent dans l'orchestre, il suffit d'un musicien qui vous regarde de travers et vous êtes foutu. Et voilà, donc il y avait cette appréhension-là, mais une fois c'est dépassé, après c'est la musique elle-même et c'est les répétitions, la technique et tout. Et ensuite le concert lui-même qui, pour moi, c'est le moment où je suis en élévation, je ne ressens plus rien, j'ai pas le trac normalement, j'ai que des sentiments. Dès qu'il y a le public, c'est plus moi qui s'exprime, c'est mes sentiments. C'est un lien direct entre moi et le piano à travers mes doigts et je ne sens plus rien, je ne sens que vraiment du bonheur dès la première note jusqu'à la fin, jusqu'à quand il y a l'applaudissement ou quand le morceau se termine. Quelle aspiration te poussait à rêver d'être célèbre? Je n'ai jamais voulu être célèbre. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu célèbre. La célébrité, pour moi, était uniquement pour briser l'a priori qui était sur moi. C'était uniquement pour pas qu'on dise c'est qui ce Libanais ou ce n'est qu'un Libanais ou un petit Libanais comme parfois les gens disaient. À l'époque, heureusement l'époque a changé. Et pour dire c'est Omar Harfouch. Et c'est parce que j'avais des obstacles à passer et à dépasser parce que j'étais Libanais vivant en Ukraine ou à Paris. Et donc c'était vraiment très très compliqué et j'ai uniquement voulu être connu pour pas qu'on dise de quelle origine il est. Juste c'est Omar Harfouch et puis c'est tout. Et donc ça c'était une première nécessité. Et puis à force, j'ai été connu que ce soit dans le modeling et la mode et dans les affaires et en Ukraine et ailleurs. Et j'ai fait d'ailleurs une télé-réalité par hasard. Ce n'est pas que j'ai voulu faire on m'a appelé, j'ai dit oui. Et donc c'est uniquement pour
réduire cette période, quand par exemple vous faites une affaire, tout le monde doute de tout le monde, et puis voilà, maintenant j'ai acquis une crédibilité, une notoriété qui fait qu'on ne me pose plus la question sur mes origines. On sait ce que c'est Omar Harfouch. Ça tombe bien, Omar. Après 18 ans, quelles leçons ou souvenirs précieux gardes-tu de ta participation justement à l'émission de TF1 Je suis une célébrité sur Témoin de là en 2006? Eh ben, quelle transition. Eh ben, je garde vraiment un incroyable souvenir. D'abord, j'aime l'aventure. Je suis un fan de Koh-Lanta. Il n'y a pas une saison que j'ai pas regardée. Et quand on m'a demandé de participer, je croyais pas. Je pensais que c'était quelqu'un qui plaisantait avec moi. Et on m'a dit voilà, vous allez passer donc les étapes de casting et tout ça. Et à chaque fois que je faisais un casting, je comprenais que c'était vrai. Mais quand je voyais pas les autres candidats avant le départ, donc je me suis dit ça peut être quand même quelqu'un qui parfois il y a des émissions comme ça. Surprise, ou à la fin on me dit mais ce soit un peu fake. Voilà, ouais. Oui, mais il y avait la notion de fake à l'époque, elle était différente. Et donc jusqu'au moment où j'ai pris l'avion pour le Brésil et j'ai vu qu'il y avait 11 autres célébrités. Donc là je me suis dit là c'est du vrai. Mais ça a changé ma vie, cette émission. Pas sur le côté célébrité, mais sur le côté de comment je vivais. Avant d'aller au Brésil et de survivre sans manger à dormir par terre, j'avais une cuisinière, je faisais jamais les courses, etc. Et là-bas, j'ai réfléchi à combien de fois je n'ai pas fini mon plat, que j'étais par exemple dans des restaurants incroyables que je n'appréciais pas. Et au retour, j'ai appris à cuisiner. C'est moi qui prépare à manger. Je fais les courses moi-même au supermarché. C'est même devenu un plaisir. Et j'ai même j'ai changé d'amis. De copines. J'avais une copine à l'époque, elle était célèbre aussi, Elena, qui était ukrainienne. Et ben je me suis séparé d'elle. Je me suis dit bon, je refais ma vie, une nouvelle vie complètement. Et donc ça a eu vraiment encore jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle même des moments, par exemple 3 jours sous la pluie. On dormait sous la pluie et on était dans l'Amazonie, mais aussi sur le rapport humain. Moi, je suis très solitaire et je n'ai pas vraiment d'amis. Je n'ai pas un clan ni un groupe d'amis. Et là-bas, j'étais avec 11 autres personnes que je connaissais pas et que j'ai fini par soit me disputer, soit avoir des affinités avec, et en plus on avait faim et on était très fatigués. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, Richard Véran, que je connaissais pas avant, on est resté champion de cyclisme. Philippe Nicolic, le chanteur de Toby Qui a son âme, bien sûr. Voilà, il était mon ami avant l'émission, et malheureusement maintenant il est décédé, mais c'est vraiment quelqu'un, j'ai beaucoup aimé être avec lui au Brésil. Charles-Philippe d'Orléans, le prince Charles-Philippe d'Orléans également, qui était mon ami avant l'émission. Et puis j'ai découvert la télévision, parce que moi je suis un producteur en Ukraine. Mais là j'étais en tant que candidat. Et j'ai découvert l'autre côté et j'ai vu comment on a fait, par exemple, mon portrait, qui n'était pas vraiment moi, mais après j'ai compris, parce que nous on était en direct, c'était pas comme Koh-Lanta, c'est enregistré, mais nous on était en direct, donc on voyait pas les réactions des gens et les gens votaient. C'était 30% d'audience à l'époque sur TF1. Et donc après, au retour de Brésil, je vois que les gens, comment m'ont regardé, ils avaient une image de moi que la télévision a fabriquée, qui n'était pas du tout moi. Ils ont fait de moi un jet-setter, très léger, qui ne fait qu'à penser aux filles qui sortent dans les boîtes de nuit. Ça m'arrivait, mais c'était pas ça ma vie. Et pas une seule fois ils disaient que j'étais pianiste ou compositeur ou que j'aime l'art, que je peins aussi. J'ai fait de la peinture aussi. Et donc ça, j'en ai souffert. Et puis avec le temps, je me suis éloigné complètement. J'ai arrêté de faire la télévision. C'est une décision que j'ai prise quand j'ai rencontré ma femme Yulia. On est ensemble depuis 15 ans. Parce que j'avais peur que ma carrière ou ma célébrité de télé-réalité lui fasse défaut dans sa carrière de mannequin. Et donc je me suis mis au vert et je n'ai rien fait pendant 3 ans que l'accompagner partout dans le monde. Omar, as-tu maintenu des liens avec ta collègue de jeu, Loana? Oui, on s'est vu l'été dernier à Saint-Tropez pendant l'anniversaire de Massimo Gargia et je l'ai présenté mes filles parce que j'étais avec mes filles ce soir-là, elles ne les connaissaient pas. On était en lien périodiquement parce que déjà Loana à l'époque, à mon époque, c'était la fille svelte, magnifique, normale. Et après, elle s'est transformée en je sais pas quoi. Évidemment, on s'est perdu de vue et je suis très malheureux pour ce qui lui arrive, mais elle n'a jamais voulu elle-même s'en sortir et à chaque fois elle retombe, elle fait des mauvaises rencontres et donc à mon avis, vous savez, il y a des gens quand même comme ça qui s'autodétruisent et elle en fait partie.
Et également, même lorsque tu la sollicites, elle peut faire de très longs silences sans répondre à tes sollicitations. Effectivement. Oui. Et sa descente aux enfers, justement, t'inspire quelle réflexion? Je crois que tout le monde a encouragé sa descente en enfer. Tout le monde essaie de profiter de sa célébrité, que ce soit les garçons ou les médias. Je pense que les médias sont aussi responsables de ce qui lui est arrivé, et ce n'est pas démagogique ce que je dis, c'est une réalité, parce que les gens sont curieux et ils aiment voir aussi parfois la déchéance de quelqu'un de célèbre, donc tout le monde a pris plaisir à voir comment elle était déchue, comment elle est anéantie et tout ça. Mais là, par exemple, la moindre des choses, c'est qu'il ne faut pas la laisser passer à la télévision, parce qu'elle est devenue vraiment déformée. Et donc quand je vois qu'on continue à l'inviter, à la montrer comme une bête de foire, ça me gêne. Moi, je l'aime beaucoup en fait. Je suis très sensible à ce qui lui arrive, parce que rien, ne serait-ce que pendant le jeu, on était très proches. Et on se faisait des câlins tout le temps. Elle était super gentille avec moi. Elle m'appelait mon chaton. Et même après, par texto, à l'époque, il n'y avait pas encore WhatsApp. Elle m'écrivait « ça va mon chaton » de temps en temps et tout ça. C'est une fille formidable. Extrêmement gentille. Très très gentille. Très sensible. Hyper sensible. Oui, c'est peut-être son hypersensibilité qui a fait qu'elle a... Et la drogue, évidemment. Donc ça, c'est terrible, la drogue. Omar, est-ce que la richesse apporte le bonheur? Beaucoup de choses apportent le bonheur, et beaucoup de choses dépendent de l'argent. Ce n'est pas un lien direct entre l'argent et le bonheur. C'est un processus, c'est beaucoup de choses. L'argent peut apporter le malheur ou la tristesse. C'était aussi mon cas dans une période quand d'un seul coup j'étais jeté devant tous les Français en tant que milliardaire, alors que j'étais millionnaire et non pas milliardaire, mais pas pauvre. Tout le monde a voulu profiter de moi, donc j'étais très sollicité. Ça m'a un petit peu emmené beaucoup de tristesse, parce que j'étais déçu par beaucoup de gens que je croyais qu'ils étaient sincères ou autre chose. Mais en réalité, moi je suis un homme fort, donc ça m'a appris. L'argent peut apporter le bonheur si on sait l'utiliser, si on sait investir, si on sait élever ses propres enfants avec d'une bonne manière. Vous savez, moi j'ai été riche plusieurs fois et à plusieurs niveaux. Et il y a une période là où j'ai gagné une grosse somme. Et je suis devenu fou. C'était le yacht, le jet, beaucoup de choses. Et je n'étais pas encore constitué en tant qu'homme mûr. J'étais encore entre l'adolescence, la jeunesse, en passage vers l'âge adulte. Et c'était pas bon. Et j'ai fait beaucoup de malheureux autour de moi. Et je n'ai rien fait, en fait, que flamber. Très vite, je suis sorti de cette période-là. Et je me suis reconstitué. Et quand la troisième fortune m'est arrivée, j'étais tout à fait prêt à l'accueillir et à faire bon usage. Omar, je vais te poser une question à la façon d'Entrevue, un magazine dont tu es le propriétaire. Il est dit que tu risques la prison, voire la peine de mort au Liban. Comment vis-tu cette situation, Omar? C'est vrai. Je risque la prison, puisqu'il y a une enquête en fait, il y a une affaire ouverte contre moi par le tribunal militaire libanais, parce que je rencontre ouvertement des juifs en France, des gens que eux ils considèrent comme sionistes, pro-israéliens, et c'est contre la loi libanaise. Et donc, moi étant libanais, j'ai enfreint la loi libanaise, je l'ai reconnu. Et je l'ai reconnu devant les institutions internationales comme le Parlement européen, l'ONU, et le tribunal militaire ne chante pas, parce qu'à chaque fois, il collecte toutes mes interviews pour dire qu'il est en train d'aggraver son cas. Mais comment puis-je être Omar Harfouch, le Parisien français, qui a quand même acquis les valeurs qui sont les valeurs de la République française, la laïcité, le vivre ensemble, ne pas être raciste et discriminatoire et antisémite, si j'accepte et je me soumets à la loi libanaise qui est antisémite et raciste et discriminatoire. Si vous permettez, peut-être, puisque vous m'avez choqué en me disant je risquais la prison, on m'a jamais dit comme ça, mais et la peine de mort. La peine de mort. Donc moi, en vous voyant, je dois deviner de votre visage, d'abord, si il me dit votre visage ou votre apparence physique, si vous êtes juif ou pas. Et si visuellement je constate que peut-être vous l'êtes, je dois vous poser la question. Dans les deux cas, d'abord en vous dévisageant, je deviens antisémite, parce que c'est comme ça que les nazis faisaient en Europe, en disant voilà, ils le regardaient physiquement pour savoir s'il était juif ou pas, ou juive ou pas.
Donc là, j'enfreins la loi humaine et la loi de la République française. Et 2, en vous posant la question, je vous discrimine. Donc je dois vous demander si vous êtes, par exemple, si vous me dites oui, je suis israélien, donc pour moi, vous êtes un ennemi et je ne dois pas rester avec vous dans la même pièce et je dois le faire savoir. Pas seulement là, ça reste entre nous, je dois faire un message à la sûreté libanaise pour dire, voilà, j'ai croisé un journaliste, puisque le premier procès qui est ouvert contre moi, il est parce que j'étais dans le même vol avec beaucoup de journalistes, dont une américano-israélienne qui s'appelle Daphne Barak. Ça, c'est le premier procès qui est ouvert contre moi, là où je risque la prison à vie. Et la peine de mort, c'est depuis que j'ai reconnu devant l'ONU que oui, j'insiste et je veux parler avec des juifs, avec des pro-israéliens, avec des pro-sionistes, avec des israéliens. Et si je trouve dans la même salle des israéliens avec moi, je ne me lèverai pas, je ne quitterai pas la salle, ou je ne ferai aucune déclaration comme quoi je les ai rencontrés. Parce que, en faisant ça, je deviens raciste, antisémite et discriminatoire. Donc vous comprenez mon dilemme. D'un côté, je sais que la loi libanaise, elle n'est pas juste. Et je sais que c'est pas bon de me poursuivre, moi, pianiste et humaniste. Demander de me soumettre à la loi libanaise par la contrainte d'aller en prison, j'ai pris la décision de risquer donc la prison et de continuer selon mes propres convictions. Et aussi la peine de mort. Oui, la peine de mort, elle est pas que pour ceux qui parlent avec des Israéliens ou des Juifs, mais aussi, elle est aussi pour les homosexuels. Par exemple, au Liban, et mon engagement, il est très clair sur ça. Moi, je ne suis pas homosexuel, mais au Liban, dans toutes mes interviews à la presse libanaise, à la télévision libanaise, et Dieu sait combien j'en donne souvent, j'ai toujours dit que je défends les homosexuels libanais, que je suis contre, donc je suis pour la dépénalisation de l'homosexualité au Liban, qui est aussi que les homosexuels sont poursuivis aussi par le tribunal militaire et non pas par le tribunal. Déjà, c'est pas normal, et en plus, c'est les militaires, les juges militaires qui jugent les homosexuels. Je veux de mon vivant voir que ces deux lois soient abolies au Liban. Omar, je vais te demander de choisir un mot pour définir chacun de ces mots. C'est quoi le bonheur? C'est la famille. C'est quoi la vie? L'engagement. C'est quoi Dieu? Un logo. Souhaites-tu approfondir l'une de tes réponses, Omar? J'ai dit que le bonheur était la famille. Ce n'était pas le cas toujours pour moi. J'ai eu plusieurs vies familiales et c'est la plus récente qui m'a apporté le bonheur. Mais mes filles qui ont grandi, en ce moment et depuis maintenant quelques années, m'apportent beaucoup de bonheur et c'est devenu ma famille recomposée. Et pourtant, c'est mes propres filles, mais je les considère autrement que quand elles étaient petites, quand elles vivaient chez leur maman, que je les voyais que les week-ends et tout ça. Depuis qu'elles sont adultes, elles sont revenues pour refaire partie de ma famille à moi personnelle, sans le concept de la femme ou du mariage. Et ça m'apporte beaucoup de bonheur. J'ai 4 filles, chacune d'elles est différente de l'autre. Et j'ai un sentiment de bonheur à chaque fois que je suis avec chacune d'elles d'une manière différente. Et quand je suis avec les 4 ensemble, c'est vraiment le summum du bonheur. Omar, pour conclure ce moment de partage, je t'invite à adresser un message à nos auditeurs. Qu'aimerais-tu leur dire dans ce message? De regarder la vie autrement et en dehors des traditions, en dehors des a priori, au-delà de l'ethnie, des origines et des appartenances religieuses ou politiques, et de voir toujours les gens en tant que tels, en tant qu'être humain, et voir que le côté sympa et le côté qui peut apporter à chacun de nous pour qu'on devienne meilleur. Moi, par exemple, tous les matins, je me demande en quoi je suis devenu meilleur. Et je pense que c'est une chose qui est, si on se la pose tous, on va tous aller vers le mieux parce que le monde est devenu un village, on se connaît tous, les 7 milliards d'habitants, on s'est croisés soit via TikTok, soit via Instagram ou les autres réseaux sociaux, donc on a fini par se connaître, par connaître nos différences, et il est temps qu'on se mette d'accord sur ce qui nous unit et nous rassemble. Au lieu de nous diviser. Merci Omar Harfouch, prends soin de toi et sois intensément heureux. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.